Amis internautes, bonjour. Je vous souhaite en pleine forme et en tout cas, je vous remercie de continuer votre exploration de ce site. Dans cet onglet, nous allons parler de développement personnel, de la relation avec soi-même. Dans l'onglet facteurs humains, nous parlions de la prise de décision, dans les situations opérationnelles, dans des métiers plutôt à risque, quand la situation est dynamique, qu'on ne peut pas l'arrêter et quand on ne dispose pas forcément de 100% des informations, mais on doit décider. Dans le deuxième onglet systémie, nous parlions plutôt de management, comment faire converger des psychologies différentes, comment faire converger des motivations différentes pour une amélioration permanente et pour toujours plus de sécurité quand ce sont des entreprises dont c'est l'enjeu. Et dans cet onglet-là, nous allons parler de nous-mêmes, puisque nous sommes notre plus ancien et notre plus fréquent interlocuteur avec plus de 60 000 pensées par jour, dont certaines que nous ne dirions pas même à notre meilleur ennemi. Donc, comment fonctionnons-nous? Nous fonctionnons suivant un cycle relativement simple. Face à une situation donnée, nous allons avoir des pensées. En quelques millisecondes, elles vont devenir des émotions. Ces émotions vont engendrer des actions qui vont amener des résultats. Ces résultats nous amènent une satisfaction d'une façon ou d'une autre. Nous allons les reproduire la prochaine fois que nous rencontrerons la même situation. Si les résultats sont négatifs, nous allons bannir ce genre de réaction et amener l'émotion qui est je rejette ce genre de situation et ce genre de réaction. À chaque fois que je vais reproduire un schéma similaire dans une situation qui se ressemble, je vais renforcer mes circuits neuronaux par rapport à ce principe action-réaction et ça va devenir une automatisation beaucoup plus courte. Au lieu de faire tout ce chemin-là, ça va faire je rencontre ma situation, je réagis. Donc ce mode de conditionnement, il intéresse le cerveau puisque le cerveau, son objectif primaire et ancestral, c'est de s'économiser. Donc, comment le cerveau s'économise-t-il? Il s'économise en sucre et en oxygène avec plusieurs moyens. D'une part, c'est création d'autoroutes, j'appelle ça les autoroutes, les circuits courts de connexion neuronale qui vont avec nos automatisations. Donc, ça nous permet d'être multitâche, de faire plusieurs choses tout en étant peu concentré sur ce qu'on a à faire. On le fait en mode automatique. Et d'autre part, en évitant l'inconnu. C'est-à-dire que le cerveau va nous faire privilégier nos autoroutes et éviter d'aller dans des endroits où il n'y a pas encore des connexions et où on ne sait pas ce qu'on va trouver. D'une part, il va falloir qu'il reconstruise les autoroutes, c'est-à-dire qu'il dépense du sucre et de l'oxygène, et d'autre part, ce qu'il sait très bien faire, et d'autre part, il va se dire, danger, niveau de stress qui s'élève avec toute la batterie de neurotransmetteurs qui va bien, on ne sait pas quelle est la fin de l'épisode. Et le cerveau préfère connaître la fin. C'est pour ça, par exemple, que tous les principes de visualisation fonctionnent bien. Puisqu'on connaît la fin avant d'avoir vécu, le cerveau, il est en confiance, tout va bien. Donc voilà, le principe du fonctionnement, c'est donc situation, pensée, émotion, réaction, résultat, et je boucle. Le cerveau, il se dit, je dois m'économiser, donc je vais rester dans cette boucle et dans cette autoroute, et je fais des autoroutes pour que ça aille le plus vite possible. Et nous, nos résultats vont être conditionnés, je disais, en fonction du résultat, on va reproduire ou pas, par rapport à deux axes également ancestraux qui sont, pour tous les êtres vivants, la fuite par rapport au désagrément ou au danger. Donc ça va dépendre de la réaction de notre entourage par rapport à ce qu'on a vécu à un moment donné. On va mettre une étiquette, c'est bon, je reproduis, ou ça, c'est plutôt à éviter, parce que ça me met la honte. Ou alors la recherche du plaisir. Plaisir immédiat ou plaisir différé. Donc ce sont ces deux moteurs-là qui vont nous faire mettre les étiquettes je garde la réaction ou j'enlève la réaction. Et la problématique, c'est qu'on s'est tous à un moment donné heurtés au même caillou ou à la même porte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut changer, et pourtant, à chaque fois, on va avoir la même problématique, on va parler trop vite, on va dire le mot qu'il faut pas, on va rencontrer la personne qui ne nous convient pas, plusieurs fois de suite, etc., etc.
parce que on est sur cette autoroute. Et en fait, on s'engage sur le chemin d'une façon automatique sans y avoir réfléchi et on s'en aperçoit quand on est à l'arrivée. Donc, comment décortiquer tout ça? Ça fait partie du développement personnel. La bonne nouvelle, c'est que on peut construire d'autres autoroutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le levier sur lequel agir dans ce fameux cercle, il suffit de changer une pensée, de changer une émotion, on changera notre résultat. Et les études scientifiques, notamment dans la NASA, montrent qu'on peut changer un conditionnement en 21 à 30 jours pour peu qu'on le fasse de façon quotidienne et volontaire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut construire ou déconstruire des autoroutes en 21 ou 30 jours si on applique quotidiennement la volonté de changer quelque chose. Notre cerveau est très plastique. Donc, il nous aide à économiser et en même temps, il nous aide à changer si on le veut. Et si on lui dit, laisse-moi faire, j'ai envie de tenter autre chose. Puisque lui, il va nous dire, reste dans le domaine connu, là, je sais qu'il n'y a pas de danger. C'est pas forcément confortable, mais il n'y a pas de danger. Voilà, donc la clarté sur quoi doit-elle être faite? Comment est-ce que nous faisons notre enchaînement pour en arriver à ces attitudes de conditionnement? Une image qui est fréquemment utilisée pour décrire les êtres humains, ce sont de nous comparer à un arbre. Donc le domaine visible, ça va être donc les feuillages, les branches, c'est tout votre domaine de vie. Donc le lieu où vous vivez, la santé que vous avez, l'état de vos finances, la qualité relationnelle, familiale, etc., votre activité professionnelle, vos loisirs, etc. Par rapport à tous ces domaines-là, déjà, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est confortable ou pas? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Est-ce que c'est équilibré ou pas? Donc ça peut être confortable mais pas satisfaisant. Et là je vous renvoie, le cerveau va dire reste là, on sait où on est et on sait pas où on pourrait aller. Mais par contre, ça fait que le matin vous vous levez en n'ayant pas envie. Donc déjà faire ce petit diagnostic là. Ensuite, sous la partie visible du feuillage, on a le tronc et la sève qui le fait pousser plus ou moins droit ou plus ou moins biscornu. Donc ce tronc, c'est les attitudes, c'est tous ces conditionnements dont on parlait. Et ce qui le fait fonctionner, donc ce qui anime ces attitudes, ce sont nos émotions. La plupart d'entre nous ne savons pas identifier nos émotions. Nous n'avons pas appris à le faire, nous n'avons pas appris non plus à les exprimer. Donc souvent, on les confond. L'émotion la plus socialement acceptable, c'est la colère, puisque ça montre qu'on a du caractère et qu'on se laisse pas faire. Et la colère est utilisée à tout bout de chemin, même tout bout de champ, même quand elle est pas, c'est pas l'émotion première. Par exemple, on va confondre beaucoup la colère et la peur, ou la colère et la tristesse pour les gens qui sont en deuil. Si je reprends mon exemple de la peur, vous avez votre enfant qui joue au ballon, le ballon part sur la route, il court derrière, il le rattrape, il revient, pouf, vous le disputez, voire vous lui donnez une claque, vous avez l'air d'être en colère, en fait vous avez eu très très peur. Donc déjà, identifier ses émotions, c'est pas chose simple quand on n'a pas l'habitude et qu'on a plutôt voulu montrer qu'on était fort et faire comme si. Ensuite, nos émotions sont des messagers, c'est-à-dire nos émotions nous disent quelque chose par rapport à des besoins qui sont satisfaits ou qui ne sont pas satisfaits. Si on est très content, c'est que nos besoins sont satisfaits. Si on est très frustré, si on a un problème, à un moment donné, c'est qu'on a un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Donc les besoins, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des roues de la voiture. Une voiture sans roues, elle ira pas loin. Donc nos besoins, on en a besoin pour vivre. Les besoins ont été classés au niveau universitaire dans pas mal de nomenclatures. Donc je vais prendre une relativement connue et assez simple qui est la pyramide de Maslow. En bas de la pyramide, on a l'étage des besoins physiologiques, vitaux, ancestraux, ce sur quoi le cerveau va mettre toute son énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'être reste vivant. L'être vivant reste vivant et soit toujours vivant le lendemain. Donc savoir pouvoir boire, manger, se reproduire, ne pas avoir froid, etc. Ça va régler aussi toute l'homéostasie du corps et des organes. C'est la gestion, la grande mécanique du cerveau sur tout notre mécanisme interne pour qu'on reste vivant. Au deuxième étage, nous avons notre besoin de sécurité. Sécurité physique
ou sécurité psychologique. Troisième étage, nous avons le besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour pour prendre confiance, prendre notre envol, aller explorer le monde. En étage suivant, nous allons avoir le besoin d'estime, de reconnaissance. À un moment donné, il faut qu'on s'estime soi-même ou qu'on voie de l'estime dans les yeux des autres pour être capable de tenter des choses, d'oser et de s'adapter à des situations nouvelles. Et dans le dernier étage, nous avons le besoin de réalisation ou de contribution au monde. À quoi ça sert d'être dans ce monde? Quelle est la trace que l'on va laisser? Quelle pierre est-ce qu'on va apporter? Donc on voit que tous ces étages se superposent et que chacun va avoir un poids différent si on met à part le tout premier. Et encore, il peut y avoir des gens qui vont mettre le besoin d'amour avant le besoin de sécurité ou le besoin d'estime après le besoin d'amour, etc. Donc, demandez-vous, à chaque fois que vous avez une frustration, une émotion négative, une émotion positive, dans quelle situation ça s'est produit et quel besoin a été piétiné, insatisfait, ou au contraire complètement comblé. Donc, on a les émotions en lien avec nos besoins. Et on a une autre façon aussi de filtrer les situations que l'on rencontre, c'est par rapport à nos croyances ou à nos peurs. Donc ces croyances ou ces peurs, ce sont des hypothèses que l'on fait sur la réalité que l'on rencontre, sur la réalité que l'on vit, des généralités. Donc soit elles sont héritées, ce sont des choses qu'on a entendues, des messages qui ont été répétés 1000 fois et qu'on entend encore tourner comme des hamsters dans notre petite tête, soit ce sont des choses que l'on a construites face à des situations. On a buté sans arrêt sur la même chose et donc du coup on se dit ça marchera jamais pour telle raison ou ça marchera toujours pour telle raison et on y croit. Donc ce sont des généralisations qui nous appartiennent mais qui pour certaines sont partagées culturellement. Par exemple, si je veux rester sur des notions très communes et très simples, les filles ça joue pas au football, les garçons ça pleure pas, celui-là s'il est riche c'est qu'il a dû escroquer quelqu'un, ou je suis trop vieux pour faire ça, ou moi j'y arriverai jamais, etc. Ou c'est la crise, rien n'est possible, enfin peu importe. À un moment donné on a une généralisation qui n'est pas scientifiquement prouvée mais qui va avoir force de loi pour nous et qui soit va être ressource, c'est-à-dire va nous faire avancer. Par exemple, ce sera plus facile pour quelqu'un qui se dit à force de travail, je vais bien finir par y arriver, que pour quelqu'un qui se dit de toute façon, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit parce que de toute façon, en ce moment, rien ne fonctionne, c'est la crise. Donc, dans les deux cas, c'est les croyances, mais on voit bien qu'il y en a une qui met en mouvement et une qui nous laisse statiques et plantés sur notre rocher. La problématique des croyances, c'est qu'on va vouloir toujours leur donner raison. Vu que c'est une loi qu'on a construite nous-mêmes, on va pas se dédire et on va, à chaque fois qu'on va essayer quelque chose pour voir, pouf, on va retomber sur le même résultat qui va nous renvoyer à la même croyance. Parce qu'on agit avec toujours nos mêmes filtres et nos mêmes émotions, etc., etc. Donc, identifiez. À chaque fois que vous vous dites, ça je peux pas, ça j'en aurais envie, mais c'est même pas la peine parce que, ou c'est pas pour moi parce que, essayez de noter la petite phrase et de voir d'où ça vient. Et pourtant, donc là on avait le tronc qui soutient nos domaines de vie bien visibles, donc attitude, émotion, besoin, croyance et peur. Et pourtant, nous avons deux piliers dessous, cachés, dans lesquels on a souvent mis un mouchoir par-dessus, qu'on ne connaît pas, qu'on a pu identifier, ce sont nos valeurs et nos talents. Les valeurs, ce sont l'équivalent d'une énergie inépuisable, inestimable. Donc on pourrait parler des heures et des heures, tellement ce domaine nous fascine, nous plaît, qui nous fait oublier le temps, qui nous amène jusqu'au bout de la nuit. Si je reprends ma métaphore de la voiture, les valeurs, ce sont l'essence, alors que les besoins, c'était les roues. Donc j'ai besoin des roues, sinon je vais nulle part. Par contre, j'ai besoin d'essence pour aller loin. Et les valeurs nous emmènent loin. Identifier ces valeurs, identifier ce qui vous faisait plaisir, identifier ces valeurs, ça permet d'avoir un guide de choix. Quand à un moment donné vous avez plusieurs options, vous savez pas laquelle choisir, les deux ont des avantages et des inconvénients, et il y en a forcément une des deux
qui vous amène dans un domaine qui vous ferait plaisir, qui vous amène dans vos valeurs. Prenez-la. On ne prend pas beaucoup de risques à le dire. D'une part, parce que vous irez beaucoup plus loin, parce que même si vous chutez, vous réessayerez 50 fois, alors que dans des domaines qui vous plaisent pas, au bout de 2 fois, vous arrêterez, vous n'aurez même pas envie de recommencer. Et parce qu'il y a beaucoup plus de chances que vous mettiez de la motivation pour arriver au bout. Donc, identifiez vos valeurs. Alors, des exemples de valeurs, on peut avoir tout ce qui est lié à la liberté, ce qui est lié à la spiritualité, ce qui est lié à l'esthétique, à la beauté, ce qui est lié à la nature, ce qui est lié à la sensualité, ce qui est lié au partage, à l'entraide, à la politique, au pouvoir, peu importe, mais des choses qui vous mettent en mouvement et qui vous donnent envie d'y aller et d'y rester. Le matin, c'est un très bon moteur de se dire qu'on va aller nourrir ses valeurs. Le deuxième pied, ce sont vos talents. Nous avons tous des talents. Alors, les compétences qui sont les plus mises en avant dans le milieu scolaire occidental, ce sont les compétences logico-mathématiques et les compétences verbales, savoir s'exprimer. Mais nous avons tous plein d'autres talents qu'on n'a pas exploités à l'école, où on a passé beaucoup d'heures, donc on n'a pas forcément les autoroutes qui sont associées. Et pourtant, vous savez faire du point de croix, vous savez faire de la mécanique, vous savez bricoler comme personne, vous savez chanter, vous avez des qualités relationnelles et d'empathie incroyables, etc., etc. Peu importe. Vous avez forcément un talent où vous voyez pas le temps passer, vous adoriez vous complaire quand vous étiez petit, ça vous énerve de voir les autres faire parce que vous, il vous faut 3 minutes, tandis que les autres, il leur faut 3 heures dans ce domaine-là. Donc, ce sont des choses, c'est pareil, dans lesquelles vous êtes doué naturellement et qui vous font plaisir. C'est votre talent, allez-y, prenez-le. Si dans votre vie, vous alimentez pas vos valeurs, vous utilisez pas vos talents, et qu'en plus vous avez des besoins qui sont piétinés, c'est sûr que vous n'irez pas loin. Votre voiture, elle est à la casse. Donc votre domaine de vie doit être très déséquilibré, même s'ils sont de l'extérieur, ça a l'air d'être bien. À l'intérieur de vous, c'est tout trouvé. Donc déjà, identifier toutes ces parties-là. Alors pourquoi ça a été mis sous un mouchoir? Ça peut être parce que c'est pareil, c'est ces fameuses croyances ou ces fameuses petites voix de votre enfance qui vous ont dit que avec ça, ça nourrissait pas son homme, qu'on pouvait pas faire un métier de cet aspect-là, ou qu'on n'a pas reconnu votre talent. Donc à un moment donné, vous avez fini par croire qu'effectivement, c'était pas un talent et qu'il fallait que vous fassiez autre chose. Vous avez arrêté de danser, vous avez arrêté quelque chose qui pourtant vous nourrissait complètement de l'intérieur. Donc même si vous en faites pas votre métier, parce que maintenant vous avez trouvé une autre voie, vous pouvez l'utiliser le week-end ou en vacances pour remettre de l'essence dans votre véhicule et aller encore plus loin. Encore faut-il l'identifier. Donc le développement personnel, il sert à faire la clarté sur tous ces aspects-là, les valeurs, les talents, les besoins, les peurs, les croyances, les attitudes automatisées, l'équilibre de tous vos domaines de vie et à vous accompagner au changement. Puisque pour changer, il y a deux prérequis. Le premier, c'est d'avoir un objectif, d'avoir un rêve, de vouloir aller quelque part. Donc une des phrases que j'aime bien, c'est qu'on peut pas changer le vent, mais on peut orienter sa voile. Pour orienter sa voile, il faut apprendre à orienter sa voile. Ça demande un effort. Tout demande un effort. Par contre, ce sera un effort qui sera plaisant si vous avez identifié vos valeurs et vos talents, et c'est avec ça que vous allez piloter votre barque jusqu'à votre port. Donc, d'abord avoir un objectif et avoir la volonté de changer. Donc, avoir la volonté de faire cet effort-là. Et pour changer, il faudra changer une croyance. Il faudra changer une attitude, il faudra changer une émotion, il faudra changer une réaction. Et votre résultat va changer du tout au tout. Si en plus vous vous alignez avec vos valeurs, avec vos talents, avec qui vous êtes au fond de vous-même, que vous laissez tomber les écailles de dragon ou la carapace sociale que vous êtes construit, vous irez très loin. À 90 ans, quand vous regarderez le chemin parcouru, vous serez fier de vous. Votre contribution au monde sera décuplée. Et c'est à cela que sert le développement personnel. Ce n'est pas de la psychologie dans le sens où on va pas chercher pourquoi, à un moment donné, c'est déséquilibré, mais on va chercher comment est-ce qu'on pourrait rééquilibrer tout ça par rapport à tous les aspects que je viens de citer et bien d'autres encore. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir accompagné jusque-là. Vous pouvez laisser vos commentaires et vos contributions dans les formulaires du site. Vous pouvez essayer de me contacter également. Je serai heureuse de
vous accompagner pendant un petit moment. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce petit bout de chemin avec moi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.